bonjour à vous. On est ravis de vous retrouver pour cette journée pour une toute autre économie. Alors, cette journée, elle vous a été concoctée par Attaque Bruxelles. Attaque Bruxelles, dont Alissa et moi-même, Frémaoué, sommes membres. Membres aussi de toute autre chose. Attaque Bruxelles est parmi les organisations qui ont adhéré à toute autre chose. Et donc l'idée de cette journée est venue parce que toute une série d'entre vous, toute une série de militants de toute autre chose, ont très vite dit mais les questions de fiscalité, les questions économiques, elles sont clés, elles sont importantes, il faut qu'on s'y attaque. Il faudrait qu'on fasse un groupe de travail là-dessus. Et ce qu'on s'est dit, c'est ce qui serait bien, c'est de faire du partage de savoir. On ne sait vraiment pas tout, on est des militants, même si parmi nous il y a des gens plus compétents à Attaque. Il n'y a pas qu'Attaque non plus qui est compétent en matière de questions d'économie et de fiscalité. Il y a d'autres membres, associations de membres de toute autre chose. Mais on s'est dit, le petit capital savoir qu'on a, c'est bien de se le partager pour ne pas tout recommencer à zéro. Après, il y a un long chemin à faire, il y a vraiment à creuser ces questions et à voir surtout, en tant que mouvement citoyen, toute autre chose. Qu'est-ce qu'on peut porter, qu'est-ce qu'on a envie de porter, mais l'idée est de ne pas tout recommencer, l'idée est de s'appuyer sur ce qui existe déjà pour essayer d'avancer mieux et peut-être aussi de développer des formes d'action qui soient originales, puisque vous le savez, l'idée de toute autre chose, ce n'est pas simplement d'appuyer ce qui existe, c'est aussi d'y donner un autre accent, un accent citoyen. Voilà. Ça, c'est pour cette journée. Alors, cette journée, on vous l'a concoctée. Alors, juste vous dire qu'il y a évidemment plein d'autres questions fondamentales qu'on n'arrivera pas à traiter aujourd'hui. Donc, on peut, en fin de journée aussi, faire le point, voir qu'est-ce qu'on a envie encore de mettre sur le métier, comment et quand on se retrouve. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis aussi, en accueillant l'un ou l'autre, je pense qu'au-delà des petits savoirs qu'on a, nous, il y a des personnes dans la salle qui ont un savoir important sur ces questions. Et donc, l'objectif de cette journée, c'est non seulement de vous faire part de ce qu'on sait et puis de réfléchir avec vous, mais c'est aussi d'avoir des apports qui viendront certainement de votre part. Voilà. Alors, en termes de timing, on va essayer vraiment de clôturer à 17h, 17h30 au plus tard, d'avoir des longs temps d'échange. Vous l'aurez vu, c'est découpé en présentation et puis en temps de débat. Il y a un temps de pause ce midi pendant lequel on va en tout cas on va se sustenter. Et donc pour ceux qui l'ont demandé, on a réservé des sandwichs et les autres trouveront tout ce qu'ils souhaitent pas loin d'ici. On vous indiquera où, en haut de la rue. Voilà. On va commencer maintenant. Je vous propose d'écouter brièvement Anissa sur comment on a imaginé d'engranger la réflexion tout au long de cette journée. Un petit dispositif que tu nous expliques. Oui, donc bonjour à tous. Alors ce qu'on vous propose pour le déroulement de la journée, donc le programme s'est réfléchi dans le cadre forcément des réactions qu'il y a eu par rapport à la politique d'austérité. Donc compte tenu du temps qu'on avait disponible, on a choisi 4 portes d'entrée, 4 thématiques pour commencer à traiter de ces questions-là. Donc la première, bien évidemment, ce sera la question du budget de l'État, avec comme ambition d'essayer de montrer un peu ce budget, à quoi aujourd'hui est affecté, quelles sont les recettes entrantes et quelles sont les dépenses du budget de l'État. La deuxième partie se focalisera sur la question de la dette, puisque la question de la dette aujourd'hui grève substantiellement aujourd'hui les budgets de l'État et est pris aujourd'hui comme argument aux politiques d'austérité. Donc ça nous semblait capital de traiter cette question-là aujourd'hui. La troisième partie sera une intervention sur la fiscalité, donc de montrer aujourd'hui ce budget de l'État, par qui et par quel mécanisme il est financé. Et la dernière partie va être un focus sur l'évasion fiscale et les mécanismes aujourd'hui qui permettent aux entreprises de payer moins d'impôts, soit dans les lois existantes, soit en essayant de contourner les lois existantes. Alors pour chacune de ces 4 parties, on vous propose qu'il y ait une intervention d'environ 30 minutes de l'intervenant et puis de laisser un premier temps de débat d'environ 30 à 45 minutes
et il y a l'intervention concernant la fiscalité est un peu plus longue que les précédentes, puisqu'il y a des éléments plus techniques qui devaient être abordés. Donc on a proposé de la traiter de manière un peu plus exhaustive et de vous proposer en fin de journée un débat plus large. Et notre proposition est d'essayer de synthétiser ou de capter les éléments de débat sous forme de 2 tableaux. Alors le premier tableau, ça sera essayer de voir les défis qui ont été pointés par les intervenants et de voir s'il y a certains défis que vous estimez déterminants qui n'ont pas été couverts, peut-être de les répertorier à ce moment-là. Ça nous permettra de conclure, de dire est-ce qu'il y a des parties qui doivent être encore approfondies, est-ce qu'on souhaite reprogrammer un temps sur l'une ou l'autre partie. Et le deuxième tableau, ça sera de faire, de répertorier les alternatives sur les différentes thématiques existantes et les stratégies d'action par rapport à ces alternatives. Voilà, pour pouvoir clôturer sur quelque chose qui soit fixé et qui permette qu'on puisse redémarrer. Donc voilà, si ça vous convient, on vous propose de procéder comme suit. On roule comme ça. Et on a laissé nos voix au 1er mai, hein, vous entendez. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Marc Didier, qui est notre premier intervenant. Marc Didier, je vous l'ai présenté dans le programme comme à la fois membre d'ATTAC, ce qu'il est, et fonctionnaire à l'administration des finances, ce qu'il est aussi, et qui vous donne évidemment un regard acéré sur ce type de questions. Juste préciser que Marc n'intervient pas, évidemment, en tant que fonctionnaire de l'administration des finances. Il a un devoir de réserve à ce niveau-là, et c'est bien comme membre d'ATTAC qu'il intervient. Marc, à toi, comme on t'a pris le temps de lancement, tu as jusqu'à 10h47. Bon, ben voilà. Donc, comme Fred vient de le préciser, je travaille au ministère des Finances, qui est un des inputs principaux des calculs pour les budgets de l'État. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste du budget. C'est une question, en fait, qu'on m'a demandé de traiter il y a un petit mois de la part d'ATTAC. J'ai une facilité avec les chiffres, mais sinon, c'est quelque chose qui est, en fait, accessible à peu près à tout le monde. Pas dans toutes ses subtilités, certainement. Il y a des choses un peu complexes dans la confection d'un budget, mais en tant que citoyen, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier et qu'on peut regarder et qu'on peut se poser des questions sur comment ça se met en place, autant dans les entrées que dans les sorties. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir particulièrement peur de cela. Donc, le budget de l'État. Tout d'abord, un petit rappel, le budget de l'État, c'est quoi? L'État, c'est l'État fédéral, puis ensuite, c'est les régions, les communautés, les provinces, et puis les communes. C'est important à rappeler, parce que surtout sur les premiers tableaux, en fait, les premiers tableaux reprennent le budget compilé des différents niveaux de pouvoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un budget, en fait? Il y a une chose qui est importante, c'est qu'en fait, tous les budgets, que ce soit à n'importe quel niveau de pouvoir, ils ressortent toujours d'une loi. La loi pour l'État fédéral, les décrets, et je ne sais plus, pour les régions, pour les communautés. Mais ça doit être strictement déterminé dans une loi. Ensuite, c'est l'élément qui regroupe l'entièreté de la politique d'apport pour les communautés de façon générale et de la façon dont on va l'utiliser. Donc toutes les sources de revenus et toutes les dépenses qui seront faites par les différents niveaux de pouvoir. Le principe de l'unité, c'est qu'en fait, le budget de l'État, c'est une grosse black box. Il y a plein de choses qui rentrent, et puis ensuite, ça doit être utilisé pour autre chose, mais en soi-même, un budget est un ensemble. Il est universel dans le sens où on ne peut pas, quel que soit le niveau de pouvoir, envisager une recette ou une dépense qui n'est pas déterminée au budget. Donc ça doit absolument couvrir tous les éléments qu'on veut mettre en place. Excusez-moi, je ne suis pas un orateur professionnel. Mettre en place comme activité. Et il est déterminé de façon annuelle, strictement.
Les principales sources d'informations, ben, c'est le bug routing, ça c'est le site du budget. Puis ensuite, il y a l'Institut national de statistique, l'Europe et la Banque nationale, qui est quand même assez active au point de vue des statistiques. Donc voilà, ici, j'ai repris les chiffres des recettes en millions d'euros pour 2013. C'était le dernier qui était disponible de façon compilée, tout niveau de pouvoir confondu. Donc ça, ce sont des chiffres qui reprennent tant l'État fédéral, région, communauté, province et communes. Donc on a un budget global pour toutes les entités publiques de façon générale de 200 milliards d'euros. Quelles sont ces sources? Les sources, c'est principalement la fiscalité, c'est-à-dire donc les impôts directs, ça c'est les impôts, donc les ménages, un petit peu les sociétés. Les impôts indirects, c'est tout ce qui est TVA, accises sur les produits, un impôt sur la consommation. Ensuite, on a deux postes importants qui sont les cotisations sociales. Cotisations sociales qui sont aussi appelées régulièrement de la parafiscalité, parce que ça ne touche pas des revenus ou ce n'est pas un impôt sur un revenu ou sur une consommation, mais une cotisation qui est prélevée sur un revenu pour être socialisée d'un point de vue de la communauté. Ensuite, il y a les revenus de la propriété, c'est les intérêts des dividendes de Belgacom, les intérêts des prêts qui sont faits à des sociétés ou à d'autres États. Et puis encore, il y a deux petits postes transferts, ça c'est vers principalement l'Union européenne, et les ventes courantes de biens et services, ben c'est ce que l'État vend. Principalement, ce sont les bâtiments, mais il peut y avoir d'autres petites choses. Voilà. Ça, c'était en chiffres globaux. Maintenant, on va le voir un petit peu de façon plus visuelle ici. Donc, on a 26% qui représente l'impôt des ménages. Ensuite, la parafiscalité qui a une part un petit peu plus importante de 28%. Les impôts indirects qui sont payés aussi par les contribuables, les citoyens. Autre, c'est tout un mélange de plein de petites choses, on ne peut pas rentrer dedans, et in fine, un tout petit peu l'impôt des sociétés. Donc vous voyez, la part que les citoyens supportent du financement de l'État, c'est principalement ces deux gros morceaux-là, qui font déjà 51%, plus celui-ci, qui est payé de façon technique, une partie par les employés, une partie par les sociétés, mais in fine, c'est une partie du salaire, en fait. Hein, donc, que ça soit prélevé au-dessus du revenu brut par la part employeur, comme on appelle ça, quelque part, il est de toute façon dû à partir du moment où il y a un salaire qui est payé à un travailleur. Donc, c'est aussi strictement lié au salaire, et donc c'est strictement quelque chose qui a à voir avec les citoyens, personnes physiques. Voilà. Voilà pour les recettes en gros. Alors ensuite, ici, on a les grands postes de dépenses. Donc, on est globaux à peu près aux 200 milliards évoqués tantôt. Ici, on est un petit peu plus. Donc, les principales dépenses de l'État, c'est d'abord des rémunérations. C'est le personnel de l'État au sens très large, hein, comme j'ai dit, c'est autant les fonctionnaires fédéraux que les professeurs, les enseignants, la police, qu'elle soit fédérale ou locale, que ça soit, qu'est-ce que j'ai encore d'autre comme... voilà, c'est des salaires. Ensuite, un deuxième poste, c'est les subventions aux entreprises, des subventions à l'investissement, des subventions sur les salaires, des choses comme ça, qui est quand même pas négligeable. Le tout grand poste, évidemment, du budget de l'État, on est quasiment à la moitié, hein, c'est les prestations sociales. Voilà.
qui se divise une partie en espèces, le transfert d'argent, une partie en nature, la mise à disposition d'un bien immobilier par exemple, ou la mise à disposition de repas ou des choses comme ça. L'élément suivant dont on parle quand même très régulièrement, c'est les intérêts. 12 milliards par an qui sont quand même payés, c'est pas tout à fait rien. 5% du budget de l'État. Les charges d'intérêt, donc, qui sont les intérêts qui sont à payer sur la dette de l'État. Et puis ensuite, les dépenses en capital. L'État vend des bâtiments, par exemple, ça lui arrive aussi d'en acheter, même si ces derniers temps, c'est devenu excessivement rare. Mais ça peut aussi être, par exemple, des injections de fonds dans une société publique. S'il faut recapitaliser une société, et là, j'ai par exemple, même si ce n'est pas sur 2013, il y a le grand exemple de Dexia, par exemple. Quand il a fallu racheter Dexia, pouf, on a dû mettre 4 milliards sur la table. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total de dépenses de 215 millions par rapport à des recettes de 203. 215 milliards. Milliard, oui, ça serait bien en millions, mais enfin, oui et non. Si c'était en millions pour les prestations sociales, ce serait la même chose. Ce qui fait qu'on a un déficit de 11 milliards, un besoin de financement pour équilibrer les comptes sur l'année de 11 milliards. Voilà donc. Ici, on revoit en tarte un petit peu, hein, donc premier gros poste, les salaires, le tout grand poste des prestations sociales, il n'y a rien à faire, c'est le grand objet de l'État aussi, c'est de redistribuer une partie des revenus au milieu de sa population, que ça soit sous forme d'indemnité de maladie, de pension, d'indemnité de chômage, d'aide aux personnes handicapées. Tout ça rentre dans ce grand poste qu'on va détailler un petit peu plus tard. Voilà. Et donc, vous voyez un petit peu les parts. Donc, les intérêts qui représentent quand même 6% du budget de l'État. Voilà. Ici, je suis revenu sur un échelon inférieur, si je puis dire. Enfin, je suis sorti de la présentation de l'entièreté des entités, et je suis revenu uniquement sur le pouvoir fédéral. Quand on entend dans les discussions techniques publiques, en général, on parle souvent de l'entité 1. Comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'on entend par entité 1. C'est le pouvoir fédéral, et l'entité 2, qui est parfois évoquée, en fait, c'est tout le reste. C'est autant les régions, les communautés, les provinces, les communes. Voilà. On n'a fait que cette division dans les choses. Donc au niveau du budget fédéral, on a les contributions directes, les impôts, comme on appelle, un petit peu les douanes, et le deuxième grand poste, c'est les taxes d'enregistrement et de TVA. Et un tout petit peu de recettes non fiscales, ça c'est les bénéfices des entreprises publiques et des choses comme ça, vente de bâtiments, des choses comme ça. Au point de vue des dépenses, comme c'est un peu comme un bilan comptable d'une société, hein, c'est recettes-dépenses. On a les dépenses d'autorité, c'est-à-dire les budgets qui sont nécessaires pour faire fonctionner les différents ministères, les différents SPF. Les dépenses sociales, INAMI, pension, chômage, etc. Les dépenses économiques, c'est le soutien aux entreprises, de nouveau l'intérêt, et alors le refinancement de la dette publique, ça c'est la recréation, le réemprunt de la dette chaque année. Dans toutes ces dépenses du pouvoir, recettes et dépenses du pouvoir fédéral, mais surtout sur les dépenses, il y a toute une série de dépenses, de montants en fait qui sont transférés à d'autres niveaux de pouvoir. On a d'abord quand même 2,5 milliards qui sont transférés à l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de budget propre, elle fonctionne uniquement sur le budget qui lui est alloué par les États. Ensuite, maintenant, ça c'était en 2014. 2014, donc on avait déjà 41 milliards qui étaient transférés aux communautés et régions. Et puis ensuite, une partie du budget qui est transférée du pouvoir fédéral, qui est transférée à la sécurité sociale.
Alors, ça a été utilisé à quoi? J'ai essayé de reprendre un petit peu les grands montants par rapport à un grand poste connu, si je puis dire, de la majorité des gens. Donc la justice, c'est un petit peu moins de 2 milliards par an. C'est un budget relativement faible par rapport à d'autres pays européens. Pour une série de pays européens, on est parfois à 3,5%. Les affaires étrangères et la coopération, même si on en parle peut-être beaucoup moins, ce n'est pas un budget si minime que ça. C'est 1,8 milliard. La défense, l'armée, 3,7 milliards. La police, 4,3 milliards. Le SPF Finance, 2 milliards. L'environnement, 0. Voilà. On voit quand même où on met nos priorités quand même. Le FMI, le FMI, ça fonctionne un peu comme l'Union européenne en fait, ça n'a pas de budget propre, c'est chaque pays qui est membre du FMI, c'est-à-dire quasiment l'entièreté des pays mondiaux, qui lui attribue un budget chaque année pour qu'il mène ses politiques partout dans le monde. C'est quand même 1,8 milliard. Les transports, dont on parle assez régulièrement ces derniers temps, c'est pas un montant négligeable, c'est quand même 3,8 milliards. Alors au niveau fédéral, c'est principalement les trains. Voilà. C'est la SNCB et un tout petit peu les aéroports nationaux. L'enseignement, 5,4 milliards, un montant moyen, je dirais, par rapport aux autres pays de l'OCDE, même si on a toute une partie qui ont des budgets relativement plus importants. Et alors, la protection sociale, 8,5 milliards. Ici, j'ai repris une petite dia où pour aller un petit peu plus en profondeur, c'est le coût des études, parce que je crois que c'est quand même important d'essayer de se mettre un peu un chiffre sur l'intervention des pouvoirs publics dans un point particulier. Et alors ici, on a les montants en fait de ce que coûte à l'État de façon générale, ici à la communauté, l'enseignement à partir de la maternelle jusqu'à quelqu'un qui fait un secondaire, 70 000 €. Secondaire spécialisé, ça demande beaucoup plus d'encadrement, c'est pour les enfants handicapés, les enfants en retard, 200 000 €. Quelqu'un qui fait un baccalauréat 85, et puis alors tout au bout, donc je pense ici qu'il y en a qui sont à l'université, ben voilà, ça coûte 110 000 €. Ça coûte 110 000 € à la communauté. Ça coûte, on peut aussi voir la chose autrement, la communauté investit 110 000 € dans un étudiant pour qu'il termine l'université. Pour l'ensemble de sa carrière étudiante à partir de la maternelle. Voilà, c'est du cumulé. Hein. Oui, non, c'est pas par année. Alors, non, c'est pour l'ensemble. Et c'est compté sans aucun redoublement. Hein. Voilà. Mais bon, ça donne une idée d'une masse d'un coup. J'en profite juste pour vous dire, parce que j'en vois qui grattent courageusement, toutes les présentations seront mises à votre disposition sur le site, hein, donc ne vous embêtez pas à essayer de... Et elles sont également filmées et elles seront aussi disponibles normalement, sauf si on a un bug de caméra, sur le site d'attaque et donc toute autre chose. Pourquoi vous marquez coût annuel si c'est l'ensemble Non, c'est juste, c'est pas annuel. Non, c'est pas annuel, oui. C'est l'ensemble. J'ai repris juste le tableau d'un document de la communauté française, mais effectivement, c'est pas un coût annuel. C'est le coût de toutes les années, en fait. C'est à partir de la maternelle. Pour les masters universitaires, j'imagine que ça varie pas mal en fonction des études. Par exemple, médecine ou sciences. Oui, c'est un coût moyen. Hein. C'est un coût moyen par rapport à l'entièreté des coûts qui sont supportés par la communauté pour toutes les universités. Voilà. Alors, ici, j'ai repris, c'est un petit peu petit, mais c'est l'entièreté des budgets recettes et dépenses. Donc, les recettes, c'est en rouge ici. Et on a connu une petite baisse en 2008, et puis ensuite, ça suit. Alors, on peut dire que ça monte tout le temps. C'est pour ça que j'ai repris aussi la courbe du PIB. Ça permet de voir que les budgets évoluent de façon générale toujours à la hausse, mais c'est en fonction de la richesse produite d'un pays. Donc c'est logique que ça augmente d'une certaine façon,
tout simplement parce que pour fonctionner, l'État a besoin du monde extérieur. L'État n'est pas quelque chose qui fonctionne en bulle fermée. Ces dépenses, c'est des investissements, c'est des salaires qui sont indexés, enfin, jusqu'il n'y a pas tellement de temps. C'est des investissements publics, si on construit une école, etc., c'est une société privée qui l'a fait, et donc c'est une société privée qui fait la construction, donc c'est lié à l'activité économique extérieure. On voit que depuis principalement 2008, il y a une coupure entre recettes et dépenses qui était relativement équilibrée. Alors, j'ai surmonté que jusque 2004. Si on remontait bien avant, il y a aussi d'autres moments de coupure. Hein. Mais 2008, c'est de façon très claire la crise actuelle, où les dépenses ont continué à monter de façon classique, tandis que les recettes ont fait un pas en arrière, principalement pendant une grosse année, et puis ensuite elles ont continué à poursuivre la tendance générale. Ici, j'ai repris les deux mêmes lignes, mais en pourcentage. Donc, ici, il y avait eu un petit déraillage de 2%, et ici, en 2009, on est avec 5% d'écart entre les recettes et les dépenses. Et depuis, on se maintient à 3-4% d'écart dans le budget d'État. Donc ça, c'est la sécurité sociale. Alors j'ai séparé un petit peu la sécurité sociale, parce que vous aviez vu tantôt, c'était 46% quand même du budget général de l'État, et c'est quand même un point qui est fondamental pour la redistribution des richesses et la collectivité, la façon dont l'État fonctionne. Alors, la sécurité sociale, à l'origine, elle a été construite par les travailleurs, et puis, après la Seconde Guerre mondiale, elle a été institutionnalisée par l'État. À l'origine, c'était juste des caisses de grève, des caisses de mutuelles qui étaient faites par les syndicats, et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le pacte social qui a fait que l'État a dit « Ok, on va nous organiser à un niveau plus large que simplement chacun sa petite caisse sociale des cheminots du dépôt de Bruxelles ou la caisse de sécurité sociale des mineurs du Hainaut, des choses comme ça. » Donc ça a été repris au niveau fédéral et ça a été construit au fur et à mesure ensuite des années par l'État fédéral. Quelles sont les grandes sources de financement de la sécurité sociale? D'abord les cotisations sociales employeurs et travailleurs, 50 milliards. Ensuite, depuis quelques années, il est apparu un déficit de la sécurité sociale qui s'est construit principalement parce qu'on a démonté la partie cotisation. À l'origine, la sécurité sociale était tout à fait autonome. Les cotisations servaient de façon complète à couvrir les dépenses, mais on a commencé à octroyer, principalement ces 10 dernières années, beaucoup de réductions de cotisations sociales, particulièrement aux entreprises, ce qui a fait qu'on est arrivé, avec le temps, à un déficit de la sécurité sociale, selon moi voulu, organisé, construit, et qu'il a fallu combler d'une certaine façon. Et alors, c'est pour ça qu'on a inventé la subvention de l'État et le financement alternatif. Le financement de l'État est repris sur le budget général de l'État, sur les impôts, tandis que le financement alternatif a été introduit par une imputation directe, un certain pourcentage de la TVA qui est d'office imputé à la sécurité sociale. Alors, à quoi c'est utilisé? La sécurité sociale, c'est bien, enfin c'est mon avis, c'est utilisé d'abord aux pensions, donc c'est le deuxième poste des pensions, donc c'est le financement des retraites publiques uniquement, 25 milliards par an, en augmentation, c'est vrai, il y a de plus en plus de pensionnés. Le deuxième grand poste, c'est pas le chômage comme parfois on le dit, qui paraît être ça qui démolit tout à fait la sécurité sociale, mais les soins de santé, donc c'est le financement des mutuelles, des hôpitaux et des choses comme ça, 26 milliards.
Ensuite, dans les plus petits éléments, on a les allocations familiales. On oublie parfois de les mentionner dans la sécurité sociale. Donc, c'est les petits montants que chaque personne qui a des enfants reçoit chaque mois pour l'aider à boucler son budget. On arrive au chômage, 9 milliards et demi. Là, on était en 2012, ça n'a pas énormément changé. Et le dernier petit point, c'est les indemnités d'invalidité pour toutes les personnes handicapées, etc. Marc, je pense que c'est les pensions publiques et les salariés. Publics et salariés, oui, oui. Publics, salariés et indépendants. Oui, tous ceux qui ont cotisé. Voilà. Mais c'est la partie publique, c'est pas du tout les deuxièmes pensions, assurances privées et des choses comme ça. Oui, je m'excuse d'être revenu avec des chiffres 2012, mais c'est les derniers que j'ai trouvés. Ça, c'est comme toujours, malheureusement, la faillite de l'outil statistique en Belgique est très pauvre. Enfin, c'est une faillite, il faut toujours attendre 2, 3, voire 4 ans pour avoir des chiffres un petit peu sérieux et compilés. Oui. Quand vous dites que ça n'a pas changé, c'est en termes de pourcentage ou en termes de chiffres? En chiffres, ça a changé un petit peu. Je pense que j'ai un petit peu plus loin les chiffres de 2014. Mais pas... oui, ça monte. Ça monte. Il n'y a quasiment aucun poste du budget qui descend, en fait. Voilà. Alors là, j'ai repris très succinctement, en fait, la dette de la Belgique. La dette de la Belgique, comment est-ce qu'elle s'est construite? Ça remonte un petit peu plus loin que mes tableaux précédents. Donc, on a vu jusqu'à présent le budget. Le budget, c'est un flux. Donc, c'est tout ce qui se passe pendant une année. Le résultat de ce budget, c'est un solde. Ce qu'on appelle le déficit courant de l'État, chaque année. Ça peut être un bénéfice. Hein, c'est pas obligatoire que ce soit un déficit. Et alors, le stock, c'est la dette belge. Alors, voilà, ça c'est l'évolution de la dette belge depuis 1993 jusqu'à 2012. Alors en 1993, on était à 138% du PIB, de la richesse produite en Belgique. C'est le seul indicateur qui est utilisé pour l'instant. C'était à peu près le sommet. Il y a eu les assainissements budgétaires jusqu'à l'année 2007. On était redescendu à 84%. Et puis il y a eu le début de la crise financière mondiale, et là on a remonté très vite jusqu'à 96%. Et puis maintenant on continue à monter, mais de façon beaucoup plus limitée. En 2014, on est à 106. Donc la crise, d'un point de vue économique, pour les entreprises, est globalement passée, mais le problème c'est qu'elle a entraîné énormément de dégâts au point de vue de la société et qu'on continue à payer. Ici, c'est un peu le corollaire en fait des dettes. On a donc ici le solde de financement, c'est-à-dire ce qui chaque année fait si on est en positif ou en négatif. Donc là, on était fort en négatif chaque année. Ici, on approchait de zéro. Un tout petit décrochage ici. Et puis alors en 2007-2008, ouf, ça a plongé, et depuis on n'arrive pas à remonter tout à fait jusqu'au-dessus. La différence entre le solde primaire et le solde de financement, le solde primaire en fait c'est hors charge d'intérêt, et le solde de financement c'est charge d'intérêt compris. Ce qui donne, et ici il y a toutes les charges d'intérêt, qui étaient quand même très très importantes. On était à 10% du PIB début des années 90. Maintenant, ça a pas mal diminué, 3% du PIB, ce qui représente à la grosse louche dans les 6% du budget de l'État. Ok. Je pense que j'y suis presque. Quelles sont les principales sources légales, si je puis dire, les principales contraintes pour faire un budget de l'État? Là, j'ai commencé par la Belgique. C'est d'abord la Constitution, la loi spéciale de financement, qui est une loi prise à la majorité des 2/3, qui détermine en fait comment, d'après le budget de l'État, on répartit les grands montants
par rapport aux entités fédérées, loi spéciale de financement qui a été complètement réformée par la 6e réforme de l'État et qui détermine maintenant, à partir de 2015, comment sont financés. Enfin, ça le déterminait déjà avant, mais elle a été complètement réformée par la 6e réforme de l'État qui transfère beaucoup plus de compétences et qui dit compétences aussi moyens aux entités fédérées, les entités fédérées ayant très peu de pouvoir propre de recettes en fait. Le deuxième grand point qui détermine les engagements budgétaires d'un pays, ben, c'est l'Europe. Alors, on a construit l'Europe ces 50 dernières années. L'Europe, au fur et à mesure du temps, a déterminé toute une série de critères auxquels doivent répondre les pays pour faire partie de l'Europe. Dans un premier lieu, c'était les fameux critères de Maastricht, où on devait avoir une dette normalement inférieure à 60% et un déficit inférieur à 3%. Ces chiffres, ils sont basés sur rien. Les 60%, 3%, c'est pas sorti d'une étude universitaire, du monde académique ou des choses comme ça. Ce sont des normes qui ont été convenues entre pays pour déterminer des seuils. Point. Ensuite, il y a eu, dans les dernières années, le 2-pack puis le 6-pack. Oui. Vous avez dit que le déficit belge actuel est légèrement supérieur à 3%. Non. Mais entre 2 et 3, le déficit, oui. Entre 2 et 3. Entre 2 et 3. En 2014, il est à 2,9 de mémoire. Et s'il dépasse 3, il y a des conséquences par rapport au ben, c'est là les conséquences en fait. C'est qu'à partir de 4-5 ans, en fait, il y a eu le 2-pack et le 6-pack qui a déterminé des règles au niveau européen qui s'appliquent à tous les pays, qui font que si un pays justement sort des clous au point de vue de la dette, au point de vue du déficit dans un premier temps, mais ensuite au point de vue de toute une série de déficits macroéconomiques, comme on les a appelés, ça a été complété il y a l'année passée par le TSCG, qui a été approuvé par tous les gouvernements belges, autant fédéraux que régionaux, qui détermine une série d'équilibres macroéconomiques auxquels doivent répondre les pays. Et à ce moment-là, si on commence à sortir des clous pour un des points, on passe sous une procédure de contrôle renforcé au niveau de l'Union européenne qui peut obliger. Alors, officiellement, il n'oblige pas. Ce sont des recommandations. Mais si on n'obéit pas aux recommandations, on risque des amendes. Voilà. Donc ensuite, on fait ce qu'on veut. Avec le bâton derrière la porte. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense que tantôt, il y a quelqu'un d'autre qui va beaucoup plus traiter de ces problématiques-là. Dans le TSCG est intégrée en fait la règle d'or. On parle ici des déficits annuels qui ne peuvent pas être un maximum de 3%. Elle a été renforcée très fortement par la règle d'or. On a déterminé que le déficit courant hors investissement, on ne pouvait plus dépasser que 0,5% d'un PIB, ce qui pose énormément de problèmes à tous les pays d'ailleurs, sauf ceux qui sont en excédent. C'est que l'investissement est devenu quasi impossible. Il faut que tous les pays aient quasiment un budget à l'équilibre année après année. Un élément que je n'ai pas dit depuis le début, c'est... je sais plus ce que je dis, ça reviendra plus tard. Voilà. C'est quoi le déficit? Le déficit courant, donc c'est le déficit de l'État année après année, hors grands investissements. Donc c'est la marche normale de l'État année après année. Donc si on revient un petit peu dans le tableau précédent, c'était la différence entre les recettes et les dépenses. Il y a juste qu'on met un petit peu de côté les grands investissements, les grands travaux. Pourquoi alors ce déficit de moins de 3%? Le 3% comprend les investissements, le 0,5 ne comprend pas les investissements. Ce que je vous propose peut-être, c'est de laisser Marc terminer et puis vous posez vos questions. On a une demi-heure de questions au débat. Voilà. Le dernier élément qui vient de l'Europe, c'est toute la réglementation TVA. C'est le seul élément fiscal, en fait, qui n'est pas déterminé par les pays. Tout le reste des réglementations fiscales sont une chasse gardée exclusive de chaque pays
et pour l'instant, personne ne veut mettre ça en commun. Il y a juste la TVA qui a été introduite en 72 à l'initiative de l'Union européenne, dont toute la réglementation est la même au niveau européen et toutes les modifications sont organisées au niveau de l'Union européenne et s'appliquent dans tous les États européens. Et puis ensuite, il y a le dernier petit morceau, c'est les engagements internationaux. Ben, l'État belge, comme la plupart des États mondiaux, font partie de toute une série d'organisations mondiales qui les obligent à intervenir, à financer le FMI, qui oblige à suivre les recommandations de l'OCDE, qui s'oblige un petit peu à vérifier comment vont nos émissions de gaz à effet de serre et notre environnement. Ben voilà, les droits de l'homme, l'Organisation mondiale du commerce qui surveille comment est-ce qu'on peut faire du commerce, les Nations Unies, l'OTAN, etc. Alors, depuis 2015, ben, il y a une accentuation de l'austérité à tous les étages. Je parle d'accentuation parce que cette austérité était déjà là depuis plusieurs années par les différents gouvernements. Ce qui vient maintenant en 2015, c'est le gouvernement fédéral MR, NVA, CD, NV et VLT. Et ici, j'ai repris quelques grands points de l'action du gouvernement pour 2015. Au point de vue des services publics, excusez-moi, je parle de moi, j'en fais partie. On a une diminution de 20% des frais de fonctionnement. Alors, je ne sais pas si vous, personnellement, du jour au lendemain, on vous disait l'année prochaine, on vous coupe 20% des vivres pour fonctionner et débrouillez-vous. Le personnel, moins 4% pour une année et 2% les années suivantes. Pour les pensions, on a un report à 67 ans et toute une série de modifications du calcul qui sont très peu connues, mais qui vont avoir des impacts à très long terme. Au point de vue des chômages, ben, je pense que vous êtes au courant que les allocations d'attente pour les jeunes qui sortent de l'enseignement ont été complètement revues. Jusqu'à présent, jusqu'à cette année-ci, on peut encore les avoir jusqu'à 30 ans. Et puis à partir de l'année prochaine, c'est à partir de 25 ans. Donc je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont sur les bancs de l'école. Traînez pas. Si vous sortez de l'école après 25 ans, vous n'avez plus droit à une allocation d'attente. Il faudra vous débrouiller avec la famille. C'est tout. Ici, un petit élément que j'ai voulu mettre en exergue, c'est la diminution du complément de chômage. C'est pour tous les gens qui travaillent à temps partiel. On a décidé de faire 80 millions d'économies à partir de 2015. Ça touche 50 000 travailleurs. Donc 80 millions pour 50 000, c'est quand même pas énorme. C'est à peine 1 000 euros par an en plus. Mais c'est un petit complément que les gens avaient quand on travaille. La caissière du Deleuze, c'est l'exemple le plus classique, qui en général travaille à 20, 25, 30 heures maximum par an, par mois, par semaine, voilà, et qui touche par mois, grosso modo, 1 000 euros, qui est en dessous du montant minimum pour vivre. Et ce sont 80% des femmes seules. Donc ça, c'est typiquement le type de mesure qui touche une catégorie particulière du personnel. Ensuite, il y a les mesures sur le pouvoir d'achat, le saut d'index, ça va rapporter 2 milliards au bénéfice des entreprises. On espère qu'elles vont un petit peu engager. De nouveau, des réductions de cotisations sociales d'entreprise pour 1 milliard. Et puis alors, il y a le retour des centrales nucléaires. Voilà. Alors ça, c'est un article que j'ai lu il y a quelques jours. Les investissements publics ont chuté de 5% en 3 ans. Voilà. C'est ça aussi, diminuer l'État public. L'État, on veut diminuer l'État. Quand on dit la NVA, l'État est trop gourmand, il faut le diminuer. 5% des investissements, ça veut dire quoi? Les investissements, ça représente 10% du PIB en Belgique. Ça représente 559 000 emplois. Donc, c'est joli de dire qu'il faut diminuer l'État, mais ça a des conséquences. Ici, un toute petite dia sur les autres niveaux de pouvoir. Au niveau wallon, 450 millions d'économies. Le report d'investissement en crèches, en logements sociaux. Remplacement aussi d'un salarié sur 5. Donc, pour faire remplir votre déclaration d'impôt, j'espère que vous allez le faire vous-même, parce que dans les films, ça va être carabiné. L'augmentation des bus, voilà. Tout ce qui est le soutien aux arts, aux non-marchands, au monde associatif, on sabre à la hache dedans. En Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement à 90%
moins 140 millions. Bruxelles, moins 300 millions. Et je n'ai pas réussi à trouver le détail des mesures d'économie déterminées pour cette année-ci. Voilà. Un peu débordé, désolé. Pas de souci. Alors, voilà, fin de la première session sur le budget. On vous propose maintenant de poser peut-être d'abord des questions d'éclaircissement, de compréhension, et puis vos réactions, et on peut à tout moment donc dégager les enjeux, les pistes, comme Anissa le proposait, et elle nous proposera aussi des inputs. Mais d'abord la parole à vous. Gilles, tu fais circuler. Bonjour. Moi, j'ai une question sur la règle d'or qui interdit aux États de dépasser les 0,5% de dépenses. Vous avez dit que ça bloquait l'investissement, mais est-ce que ce n'est pas une règle de protection intéressante aussi? J'aimerais avoir votre avis sur ça. Voilà, vous parliez sauf de grands investissements au niveau justement de la règle d'or aussi. Et à quoi correspondent ces investissements-là justement? Vous voulez dire de quelle nature ils sont? C'est quoi ces investissements? Une troisième question. Bonjour, j'aurais voulu faire un constat sur les sources. Quand on cherche des informations sur le budget, il me semble vraiment très difficile, à part pour la région bruxelloise, ou sur le site de la région bruxelloise, on trouve assez rapidement quelques informations, mais qui sont très concises. Mais si on va sur le site, par exemple, du SPF Finance, il n'y a aucune information. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Ça ne dépend pas du SP Finance, en fait. Ça dépend du budget. Mais même si on fait une recherche en googlant, c'est pas facile. Pourtant, j'ai l'habitude d'utiliser les moteurs de recherche et je trouve que vraiment, si on veut s'informer, c'est très difficile. Oui, en fait, ce n'était pas tout à fait une question, c'était pour préciser que le... Henri Osben, notre intervenant suivant. J'interviens après, mais donc le déficit structurel qui est demandé de 0,5%, qui est demandé par le TSCG, c'est un déficit structurel. C'est un terme qui, en fait, n'existait pas, donc il a été, je ne sais pas, inventé pour les biens de la cause de l'Union européenne, et ça signifie un déficit hors élément exceptionnel. Donc ça veut dire qu'en fait les investissements sont bien compris dans ce déficit structurel. Ça veut dire qu'effectivement, si on réduit le déficit structurel, enfin le déficit budgétaire de 3% du PIB à 0,5% du PIB, eh bien ça veut dire qu'effectivement les investissements vont être contraints et vont être effectivement rabaissés. Donc, et les éléments exceptionnels qui sont acceptés, c'est par exemple il y a une crise économique qui survient comme ça, subitement sur la planète de l'Union européenne, hein, donc tout à fait abstraite. S'il y a une calamité, par exemple, donc je ne sais pas, une inondation, ça ce sont des genres d'éléments exceptionnels. Alors là, on admet que le déficit peut dépasser les 0,5%, mais sinon, on ne l'admet pas. C'est ça la règle. Bonjour, juste pour être sûr, vous l'avez expliqué, mais ça rejoint la question qu'on vous a posée là tout de suite. Pour bien expliquer la différence entre déficit et dette, oui. La nature de la dette, je pense que ça peut être intéressant pour partir sur des bases communes. Merci. Bonjour, j'aimerais bien savoir, dans le cas des camemberts du début, la part des ménages était énorme, la part des sociétés était bien petite. Mais est-ce que cela signifie-t-il que les fonctionnaires de ces grandes sociétés, qui sont aussi des gros salaires, n'entrent pas dans le camembert ménage? Bien, Marc, à toi. Donc la première question, c'est sur la règle d'or. Donc, merci Henri d'avoir un peu précisé, d'avoir corrigé surtout ce que j'avais dit. Donc voilà, donc la règle d'or, c'est le déficit structurel. Donc quand il y a en chemin normal, en fait. Excusez-moi pour ma glissade, j'ai rappelé sur ce côté-là. Donc, pour répondre à la deuxième question sur la règle d'or est-elle intéressante, oui et non, surtout. Donc, à partir du moment où on détermine que dans à titre citoyen, à titre de personne, on pourrait dire oui, c'est intéressant parce que c'est logique de ne pas dépenser plus qu'on ne peut avoir de recettes. Dans ce sens-là, on peut comprendre que c'est intéressant. Mais on part d'un a priori complètement fautif, en fait. Un État ne fonctionne pas comme un ménage privé.
un État peut se permettre d'investir à un moment ou de se mettre en déficit volontaire pendant un certain temps pour faire redémarrer, par exemple, l'économie, pour aider sa population à survivre. Là, je pense à l'exemple grec. Ils peuvent plus, on leur dit de ne plus faire de déficit, mais les gens sont en train de crever dans la rue. Donc c'est un choix politique en fait. À partir du moment où on détermine qu'on ne peut plus dépasser en dessous de 0,5, autant dire 0, hein, on se coupe de certains choix politiques qu'on peut faire à un moment. De permettre de tomber en... Si on veut reprendre une comparaison par rapport à un budget des ménages, c'est de faire un emprunt pour pouvoir construire une maison. Ça devient impossible de faire des emprunts pour acheter une maison. C'est pas possible parce que vous vous mettez en situation de déficit à peu près vis-à-vis de la banque pour pouvoir investir dans quelque chose qui sera à long terme. Voilà. Sur les investissements, c'est quoi les grands investissements? Alors, c'était pas tout à fait... j'ai dit une boulette tantôt, mais les grands investissements, ben, c'est construire une gare de plusieurs milliards, c'est construire une autoroute, rénover un aéroport, c'est des grands postes, des prisons, acheter des F-35, construire une centrale nucléaire, même si là, maintenant, elles sont privatisées de façon totale. Voilà. C'est ça les grands investissements, c'est des montants qui roulent tout de suite en 10, 20, 30 milliards. Alors pour revenir sur la différence entre déficit et dette, c'est pour ça que j'avais un... Donc, on a le budget de l'État qui détermine année après année, est-ce qu'on est en positif, on a dépensé moins que ce qu'on a intégré comme recette, ou on est en négatif, on est en perte, et on a dépensé plus. Et ici, on a comment fonctionnait le budget hors paiement des intérêts de la dette. Ici, avec le paiement des intérêts de la dette, ça va être évidemment avec le montant des intérêts ici. Si on est à l'équilibre, la dette ne bouge plus. Dès qu'on est avec un petit déséquilibre, la dette, ben on rajoute un caillou en plus à la dette qu'on traîne depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans. Voilà, bon, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre des mots dessus, c'est que le budget, c'est les flux pendant une année, ce qui rentre, ce qui sort, tandis qu'à la fin, on a un stock de dettes. Si on arrive à faire un budget en positif, ben, on saura rembourser un petit peu de dette. Si on est en négatif, il faudra qu'on réemprunte un petit peu plus. Voilà. Ça paraît comme ça monolithique. En fait, l'État en lui-même, il rembourse et il réemprunte tout au long des années, tout le temps en fait. Donc le déficit influence la dette et la dette influence le déficit, on peut le dire comme ça. Oui, dans les deux sens. Le déficit qu'on fait chaque année influence la dette en rajoutant, et la dette en elle-même influence le déficit parce qu'il y a l'intérêt de la dette jusqu'à nouvel ordre. Comme c'est 100% aux mains d'institutions privées, ben, il faut payer des intérêts sur la dette. Simplement pour dire que la dette, elle est calculée en pourcentage de PIB. Donc, oui. Même si on réduit les dépenses, comme la Grèce réduit les dépenses, oui. Le PIB de la Grèce est dans les chaussettes, donc la dette de la Grèce augmente, oui. Même si les dépenses diminuent. Absolument. Mais je vous rappelle que l'intervention suivante est sur la dette. Donc on va avoir l'occasion de détailler ça. Il y avait encore une question, Henri. Marc, pardon. Oui. Sur les sources. Oui, il y avait les sources et puis il y avait aussi, mais tiens, l'impôt des ménages et par oui, pardon. L'impôt des sociétés. Oui. Voilà, alors, le salaire des travailleurs. Alors, la part impôt des ménages, impôt des sociétés, l'impôt des sociétés, c'est, de façon très schématique, sur le bénéfice des entreprises. Donc, le bénéfice des entreprises, il a déjà intégré quelque part le coût de son personnel. Maintenant, ce même personnel, petit salaire ou grand salaire, va être soumis à de la taxation pour la plupart des gens. Et c'est là où ils vont payer une partie de taxes sur les ménages. Ils vont aussi payer une partie de TVA quand ils achètent une tranche de jambon. Il y a 21% d'impôt sur la consommation. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Et sur les sources?
Alors sur les sources, oui, sur le SP Finance, en fait, on ne trouve rien. Le SP Finance est la grande source d'informations, d'input pour le calcul budgétaire, dans le sens que la plupart des ressources sont des ressources fiscales. Les 3/4 du budget de l'État, c'est de la ressource fiscale. Donc, c'est le SP Finance qui donne l'input. Maintenant, pour le budget de l'État de façon générale, il faut aller sur le site begroting.be. Avec l'ancien ministre, c'était budget.be, maintenant c'est begroting.be, où il y a aussi l'historique et des notions techniques sur. C'est les 80% des éléments que j'ai été chercher. Hein. À part des petits calculs ou des choses comme ça que j'ai fait, mais les sources d'informations, c'est de là que ça vient. Voilà. Alors, maintenant, 20 minutes, débat, réaction, proposition, question. La parole à vous. On triture. Pour la dette, je sais qu'on en parle après, mais il y a une histoire de cotation et pas que de pourcentage de PIB, et le fait de rentrer dans des cases et dans des comportements qui plaisent aux institutions privées, c'est aussi important pour souligner le taux d'intérêt. Tout à fait. Bonjour. Donc, en fait, pour revenir à votre premier tableau sur les recettes, j'avais plusieurs questions. En fait, vous parliez de parafiscalité. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'imposition sur les salaires qui sont payés en partie par les patrons, en partie par les salariés. C'est bien ça. Donc, vous aviez dit que c'était 28%. Alors là, je voudrais comprendre la partie qui est payée par les patrons et celle qui est payée par les salariés. Alors, je voulais aussi comprendre les tranches. En fait, on a un peu dans l'entendement comme ça commun qu'il y a des tranches d'imposition par rapport au salaire. Donc ça, c'est vraiment très mystérieux pour moi. Je voudrais, si vous pouvez l'expliquer, les gros salaires, les petits salaires, comment ça s'est taxé. Cet après-midi, il y a une partie fiscalité en tête. Vous allez avoir tous les détails là-dessus. D'accord. Je suis désolée, parce que c'est un savoir qui se comprend, qui se construit partie comme un Lego, mais ça va venir. Un peu sur le patrimoine. C'est aussi l'après-midi? Oui, non. Et enfin, donc toujours par rapport au premier tableau, il y avait les recettes, les sorties. Et dans les sorties, vous disiez que les intérêts c'était 6%. Et alors, donc les intérêts, je comprends les intérêts sur justement la dette. Et alors, où est le principal alors parce que si on se dit que les intérêts c'est 6%, alors le principal qui se rembourse également, ça doit être une proportion qui n'a pas été mentionnée. Donc, voilà, c'était ça ma question. Voilà. Je vais peut-être revenir sur l'intervention de Madame tout de suite d'abord. Donc, tout ce qui est cotisation sociale, etc., c'est ce qu'on appelle la parafiscalité, parce que, comme quand je parlais de la sécurité sociale, ce n'est pas vraiment un impôt pour fournir à l'État, c'est séparé, c'est pour faire fonctionner la sécurité sociale, majoritairement. C'est pour ça qu'on appelle ça de la parafiscalité. Fiscalité, en fait, c'est parce que l'État, maintenant, s'en occupe. Si ça avait été des organismes privés, des syndicats, des mutuelles, on n'aurait pas appelé ça fiscalité. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça fiscalité. Alors, les cotisations sociales sont... On dit qu'elles sont payées par deux parties, en fait. C'est parce que quand on regarde une fiche de paye, vous avez votre brut, et en dessous, il y a des cotisations sociales employés, travailleurs. Cotisation sociale travailleurs, de 13,05%. Au-dessus du brut, et ça on ne le voit pas sur la fiche fiscale, le patron doit payer sur le revenu brut 33% de cotisation sociale, théoriquement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une part travailleur et employeur. Moi, ça me dérange hautement cette séparation, parce que globalement, c'est parce qu'il a un travailleur. Et on dirait, vous gagnez 100 et vous devez payer 45 de cotisation sociale, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, on dit, vous gagnez 85, le patron paye 15 et vous payez 5. Mais c'est juste une question d'habitude, parce qu'on parle d'un salaire brut qui, en fait, n'est pas brut, qui est censé représenter
le salaire complet, y compris l'impôt, y compris les cotisations sociales, et qu'on a mis une partie des cotisations sociales par au-dessus de ce salaire brut. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Parce que quelque part, ça fait partie du salaire. Ben bien sûr, ça fait partie du salaire. Les cotisations sociales, c'est du salaire socialisé. C'est des cotisations sociales, c'est du salaire que l'on met, que l'on confie à l'État pour payer les pensions maintenant, pour payer les chômeurs aujourd'hui, sur le principe que c'est un contrat social avec l'État, avec la société, que si demain je perds mon travail, quelqu'un d'autre paye mon chômage. Et si j'y arrive à ma pension, quelqu'un d'autre paye ma pension. C'est tout. Donc c'est une partie du salaire de chaque travailleur qu'on met en commun, qu'on met dans un gros pot et qui est redistribué entre les gens. Et ça fait partie, je trouve, du malentendu dans le débat public et dans les médias. Souvent, le patronat dit « mais vous avez vu tout ce qu'on paye déjà ». Mais il faut savoir qu'ils sont, quand on parle de l'imposition des sociétés, l'imposition, elle vient sur le bénéfice. Toute charge déduite, y compris effectivement tout ce que l'employeur paye par rapport à ce que les travailleurs apportent et génèrent comme apport financier. Donc il faut séparer ces questions et ne pas accepter qu'ils fassent comme s'ils avaient déjà beaucoup payé, parce que ce qu'il faut regarder après, c'est qu'est-ce qui leur reste comme bénéfice, et c'est là-dessus qu'eux sont imposés. Et il me semble qu'il y a peut-être un peu ce malentendu-là aussi dans la question que vous posez. Donc même les hauts salariés, on verra tantôt qu'est-ce qu'ils payent comme impôt, mais même les hauts salariés de sociétés privées, ben, d'une part, ils payent leurs impôts comme personnes physiques, et puis il y a qu'est-ce qui reste à l'entreprise, et sur quoi on va imposer l'entreprise. Et puis on verra aussi en fin de journée comment est-ce que l'entreprise, les grosses entreprises, s'arrangent avec toute l'ingénierie fiscale pour, malgré leurs bénéfices, payer le moins possible d'impôts. Voilà. Oui, on n'a pas répondu à tout. Si. Ben, je vais peut-être un tout petit peu sur l'impôt patrimoine, peut-être. Vous posez une question sur l'impôt du patrimoine. Pour répondre à cette question, en fait, il faut revenir un peu au concept flux et stock. Un impôt sur un patrimoine, un vrai impôt sur un patrimoine, c'est un impôt sur le stock. J'ai des biens immobiliers, j'ai des actions, j'ai des diamants, ça c'est mon stock. Voilà, je suis à la tête de ceci et on me taxe sur ce patrimoine. En Belgique, il n'y a aucun impôt sur le patrimoine. Dans les statistiques, parfois, on voit apparaître impôt sur le patrimoine parce qu'en fait, et ça vient de la définition de l'Union européenne, l'appellation impôt sur le patrimoine, on mélange en fait les flux, c'est-à-dire les revenus de cela. Si on touche des dividendes, des intérêts, des choses comme ça. Voilà. On va y venir. Alors, sur, oui, la dette, la cotation et le taux d'intérêt. Alors, oui, le niveau de dette peut influencer la cotation qui est faite par des organismes privés qui déterminent souverainement, de façon excessivement arbitraire. Il y a une grande partie d'arbitraire, mais surtout selon une vision économique qu'ils ont des choses, c'est qu'à partir d'un certain niveau de dette, on considère que ça devient dangereux de ne pas être remboursé. Maintenant, ce sont des conventions et les mêmes sociétés de cotation, Standard & Poor's, etc., ont des visions différentes selon les pays. Ce qu'ils regardent aussi, surtout, c'est quelle politique économique ils mettent en place. Et ensuite, les institutions qui prêtent l'argent, les banques, principalement les fonds de pension, qui prêtent l'argent aux États, se basent à 99,99% sur ces cotations pour déterminer à quel taux d'intérêt on gagne. On a déjà un grand problème au point de vue de ce point-là, c'est qu'il y a une black box, il y a 3 sociétés mondiales qui font les cotations, et c'est excessivement éthéré la façon dont ils font leurs cotations, et elles partent d'un a priori d'abord strictement économique, basé sur d'abord une vision des choses américaine et très tout à l'économie et l'école de Chicago, comme on appelle ça. Hein. Tout ce qui est État, c'est mauvais, un investissement d'État, c'est mauvais, et l'État, on ne peut pas lui faire confiance. Maintenant, quand on regarde en pratique, il n'y a quand même pas eu beaucoup d'États qui, à un moment, ont arrêté de payer
rembourser leur dette. Hein. C'est arrivé, hein, mais pas beaucoup. On y reviendra. Est-ce que vous pouvez expliquer le pourquoi de l'austérité en Belgique? D'où cette politique? Parce que quand on regarde les camemberts et le pourcentage de déficit, on a l'air pas trop mal, 2-3%. En déficit courant, on n'est pas trop mal. Donc, alors, qu'est-ce qui justifie ces coupes? Alors, l'austérité qui est actuellement mise en place, pour moi, elle n'est pas justifiée absolument pas par le budget. On essaye souvent de nous faire croire ça, mais c'est d'abord parce que c'est une vision économique qu'on veut imposer à l'entièreté de la société. Économique et idéologique. Oui, c'est basé sur l'idéologie. Alors, on dit maintenant l'idéologie, c'est un gros mot, mais quand on dit, je vais reprendre les mots d'une célèbre dame de la NVA, quand les chômeurs n'auront plus rien, ils vont se décider à bouffer. Elle a raison, quelque part. Quand un travailleur ou un chômeur, non, c'est la diminution des allocations de chômage, la suppression des allocations de chômage. Quand il n'aura plus rien, quand on ne lui donnera plus rien, il va trouver du boulot. Et elle a raison, quelque part. Il y a un moment où on est prêt à accepter tout et n'importe quoi, y compris un mini-job à 300 €. Parce que ça sera toujours mieux que de crever avec zéro. Donc, ce n'est pas une vision budgétaire. J'ai dit à quelqu'un comme ça quelque chose de choquant, mais un budget en lui-même, il n'a rien d'idéologique. C'est juste le reflet des décisions politiques qu'on fait derrière. Je propose que la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense de cette politique d'austérité, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça, on se prenne un bon temps de discussion en fin de journée là-dessus. Donc maintenant, vraiment sur l'intervention de Marc, une autre réaction, mais tu disais, il y a une question à laquelle on n'avait pas répondu. Marc, excusez-moi, tous on vient une question auquel on n'a pas répondu, qui était la charge, donc l'intérêt de la dette. Oui, on parle intérêt capital. Où se trouve dans le budget le remboursement du capital? Est-ce que l'intérêt de la dette, dans le remboursement, il n'y a que l'intérêt de la dette et le remboursement du capital, ou juste le taux d'intérêt? Il est là, en fait. C'est intéressant. C'est le refinancement de la dette publique. Comme on réemprunte. Pardon? C'est parce que le tableau, vous voyez ici, on est dans un pouvoir fédéral à 100 milliards. Dans le tout premier, c'était tout compilé. Et alors là, il y avait des absorptions qui en sont faites. En fait, chaque année, l'État belge emprunte et rembourse plusieurs dizaines de milliards par an. On remprunte parce qu'on a fait un emprunt à 5 ans. Après 5 ans, on est obligé de le rembourser à la banque. Comment est-ce qu'on le rembourse? En fait, on fait un nouvel emprunt à la banque. C'est tout. Donc, c'est pour ça que, hors déficit, mettons que le budget de l'État soit 0, pour l'instant on est à 106, on continuerait à 106% du PIB, on continuerait à être 106% du PIB. Sauf que le PIB monterait, donc ça descendrait un tout petit peu. Et on avait vu tout à la fin, Vous avez compris? Non, c'est pas clair. Excusez-moi. Mais est-ce que toi tu vas signer là-dessus? Ce que je voulais simplement faire remarquer, c'est que dans le deuxième chapitre sur le il n'apparaissait pas, et ici il apparaît, mais si on additionne les chiffres, on voit qu'en fait 50% du budget va pour la dette et l'intérêt. Ça comprend bien. Et qui n'apparaît pas dans le premier camembert, donc c'est ça que je ne comprenais pas. C'est parce que les présentations budgétaires font que normalement, il faut, si on rembourse quelque chose et qu'on le remprunte le jour même, il faut que l'emprunt apparaisse du côté entrée et le remboursement du côté dépense. En fait. Mais techniquement, on est à 0. Les deux doivent apparaître. Encore 2-3 réactions vraiment sur la question du budget, d'accord? On va pas. En fait, sur le budget, et notamment sur les cotisations sociales, puisqu'elles représentent, je dirais, un gros paquet, il y a un côté, je dirais, un peu surréaliste, puisque si l'Europe impose de ne pas dépasser les 3%, je dirais, du déficit, et d'une manière récurrente les 0,5%, je veux dire, qui nous sont. Mais on n'arrivera jamais dans la mesure où ce côté surréaliste, avec le dumping social, puisque l'Europe permet la libre circulation des personnes et des biens, fait qu'aujourd'hui, en Europe,
et si on parle que de la Belgique, et je dirais des cotisations sociales, et on aura de moins en moins, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent, je dirais, des travailleurs viennent travailler et ne cotisent pas à ces cotisations sociales. Pas chez nous. Comment? Ou pas chez nous. Au mieux, ils cotisent chez eux. Oui, au mieux. Et donc, ils sont en plus broyés, je dirais, dans le système, je dirais, économique qui fait que, bon, on les paye 2-3 euros de l'heure. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, au niveau cotisation sociale, elles ne vont faire que diminuer, en fait. Je ne parle même pas du travailleur belge qui a perdu son emploi. Je parle, je dirais, des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc, je ne vois pas comment ce côté un peu surréaliste entre ce que l'Europe impose et qu'elle favorise, en fait, aussi. Voilà. Si je peux me permettre une remarque, moi, sur ces tableaux, ce qui me frappe par rapport à la question des cotisations sociales, c'est le hold-up qui est fait discrètement via les 11 milliards en exonération et diminution de cotisations pour les entreprises. Et par rapport à ce montant-là, donc qui sont soustraits à la sécurité sociale, et par rapport à ce montant-là, comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de mesures d'encadrement qui font qu'on vérifie que ça génère de l'emploi. Et donc, c'est des effets d'aubaine pour beaucoup d'entreprises. Et au-delà des entreprises privées, ces effets d'aubaine sont aussi pour les associations, en fait, pour l'ensemble des employeurs de Belgique. Bien, encore, on peut en prendre 2 réactions, et puis on poursuit, et donc vous aurez des temps de débat tout au long, hein, donc ne soyez pas frustrés. Pardon? Ils peuvent aussi entre vous. Oui, évidemment. Moi, je vais en profiter pour à la fois faire une précision qui va empiéter sur que je dois faire par la suite, donc c'est un gain de temps sur ce plan-là, et d'autre part, je vais poser une interrogation, une réflexion par rapport à ce que tu as présenté. Donc d'abord, sur la question pourquoi officiellement on a des plans d'austérité régulièrement. Alors, parce qu'en réalité, les règles qui ont été imposées par l'Europe, eh bien, nous sommes en Belgique dans une sorte d'exception. Pourquoi? Parce qu'une de ces règles, c'est normalement d'avoir une dette publique sous les 60% du PIB. Or, si vous vous souvenez du graphique, mais si vous ne vous en souvenez pas, il n'y a pas de problème parce que je vais vous en donner un autre quand je présenterai, mais vous verrez très clairement que la Belgique ne va jamais être en dessous des 60%. Et donc, normalement, sur base de ce critère-là, on n'aurait pas pu rentrer dans la zone euro. Et donc, l'Union européenne a dit à ce moment-là, eh bien, ok, vous ne respectez pas cette règle-là, mais donc on va vous imposer une condition supplémentaire, qui est que normalement, vous ne devez pas respecter la règle des 3% de déficit, vous devez dégager des excédents pour pouvoir continuer à baisser votre dette. Et donc, normalement, le critère qui est appliqué... il y a une censure. Donc, vous devez appliquer non pas cette règle des 3%, mais donc l'excédent budgétaire, et donc ça explique pourquoi les différents gouvernements ont appliqué successivement des plans d'austérité, déjà avant la crise. Évidemment, après la crise, comme la crise va hausser le déficit et la dette, évidemment, on va demander de nouveau à la Belgique de revenir à ces politiques d'antan. Donc ça, c'est la raison officielle. Hein. Donc ce n'est pas une réponse pourquoi, dans le fond, on fait de telles règles aussi strictes, mais ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on est pratiquement chaque année avec des plans d'austérité. Alors la réflexion que je voulais, et l'interrogation que je voulais te poser, c'est parce que normalement tu as présenté effectivement le budget de l'État avec toutes ses composantes telles que l'Union européenne veut qu'on le fasse, c'est-à-dire y compris avec les prestations sociales. Ce qui, à mon avis, mais moi je ne suis pas spécialiste du budget, n'était pas le cas au départ, c'est-à-dire il y a quelques années, ou il y a disons quelques décennies maintenant, la Belgique ne présentait pas comme ça les comptes. Et donc ça a un effet que, et c'est pour ça que certains l'utilisent, c'est-à-dire, voilà, nous avons un budget de à peu près 200 milliards d'euros, le PIB c'est à peu près 350 milliards d'euros, donc si vous comparez les deux, ça veut dire que globalement, l'État représente dans l'économie plus de 50%, plus de la moitié. Et effectivement, donc ça donne un argument à ceux qui disent qu'il faut réduire la taille de l'État, puisque
effectivement, c'est une part qui apparaît comme ça extrêmement importante. Mais, comme on doit le souligner, on additionne les cotisations sociales et les prestations sociales, mais en réalité, ça ne va pas à l'État. L'État, au mieux, c'est une espèce de caisse intermédiaire par laquelle les compensations passent. Si on veut effectivement voir le poids de l'État, il faudrait normalement prendre un composant qui appartient à, justement à la formation du produit intérieur brut, qui sont les dépenses gouvernementales, et dans ce cas-là, on n'est pas à 50%, on est à, en fonction des pays, parce que je ne connais pas ça par cœur, mais entre 20 et 30%. Et donc je pense que c'est important que tout le monde se rende compte que quand quelqu'un vient dire l'État est trop important, il prend trop de place parce qu'effectivement il représente plus de 50% du PIB, cet argument est totalement faux économiquement. Ok, merci Henri. Alors, j'en profite pour te demander de venir prendre place et pendant ce temps-là, dernière réaction. Moi, je vais réagir sur le fait que tout ce système compliqué dans lequel on fonctionne, la première question, c'est quel avenir à ça? Parce que, on voit la dette continue à augmenter, on voit qu'on est dans une mondialisation, qu'il y a la robotique qui arrive à grands pas, et que tout ça sera plus. Donc aujourd'hui, on a déjà du mal à financer, mais le jour où les robots prendront notre place au fur et à mesure, avec la concurrence mondiale qu'on a au niveau des salaires, on va se rendre compte que l'État aura de moins en moins d'argent, que tout va s'appauvrir, que tout ça va disparaître, que tous les acquis sociaux acquis ces dernières années vont disparaître, de façon logique, que l'État n'aura plus aucun pouvoir, et qu'on vivra dans un monde où la mafia, où les grandes sociétés seront. Bref. Alors, l'idée n'est pas de se rendre compte qu'aujourd'hui on va dans le mur si on continue là-dessus, et de trouver une alternative à ça, et de totalement repartir à zéro et d'enlever ce principe d'impôt, de redistribution, de mauvaise utilisation des ressources de l'État, qui doit être un régulateur au milieu, qui ne devrait pas être comme une société capitaliste qui prend l'argent et qui le redistribue. Ça, c'est ma question, et pourquoi pas réfléchir plutôt à une nouvelle approche. Parce que cette approche-là n'a pas d'avenir, et on le voit bien avec la Grèce. Qu'est-ce qui va se passer le jour où la Grèce, on sait que l'Islande a refusé de payer, on a fait sous silence, parce qu'on a eu peur. Hein. Je ne crois pas que les gens qui ont traité sous cet argent vont mourir de faim si on ne leur rend pas cet argent. D'ailleurs, au pire, elle est déjà dans le système, elle a fait monter les prix, donc ça n'a aucun impact. Donc je pense que tout ça, il faut que ça disparaisse et on trouve une nouvelle alternative. Je suis M. William Alexander, j'ai écrit une nouvelle économie mondiale là-dessus, la solution. Et je pars du principe que l'impôt est la base de tous les problèmes. Il faut une nouvelle approche pour distribuer les ressources, en supprimant l'impôt et en le remplaçant par l'alternative que le principe de l'argent infini, en régulant les prix et en empêchant l'inflation, toutes les choses. La spéculation malsaine et une compétition malsaine au niveau de la population mondiale. On fait de la révolution qui fait qu'on diminue nos vraies richesses. Les richesses, ce n'est pas l'argent. L'argent, ce n'est qu'un moyen d'échange. On ne se rend pas compte que le problème de la surpopulation, c'est un réel problème mondial. Avec les lois, avec les impôts, on a des lois locales dans une économie qui est mondiale, ce qui est tout à fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la télécommunication fait qu'aujourd'hui, le monde est tout petit. Et que la seule solution, c'est de diminuer la population mondiale, de consommer durablement, et que l'État ne prenne plus les décisions sur l'influence de l'argent, mais qu'il prenne la décision uniquement sur ce qui est bien pour les gens, en prenant les ressources, en prenant les gens, et n'ayant plus besoin d'impôts. Voilà. Merci. Donc on voit qu'on a des ressources. On a beaucoup de ressources, mais on les utilise mal et on les utilise pas bien. Je ne connais pas votre... Je vous invite à lire mon livre qui s'appelle La Solution. Mais c'est sûr, moi, je suis... En tout cas, je ne connais pas la solution que vous prenez, mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle je suis sûr, effectivement, c'est que, vu l'évolution technologique et mondiale, c'est certain qu'il y a toute une série de choses, et je pense que c'est en partie pour ça qu'on est là, c'est qu'il faut absolument penser out of the box, parce que comme vous êtes tous out of the box, il faut changer de système, il faut changer complètement de logiciel, parce que tout ça est fabriqué sur base d'une économie du XXe siècle, qui était sur une base de production, de salaire, etc. Et il va falloir en sortir. Si je peux rajouter un petit mot sur ce que... Ce sera vraiment le dernier, Marc, oui. Sinon tu grèves le temps suivant. Comme tu disais, Henri, effectivement, on se base par rapport au PIB. Le PIB représente 350 milliards. Dans la première présentation que je faisais, le budget de l'État, le budget était de 200 milliards.
on est à plus de 50%, mais en fait, là-dedans, il y a 100 milliards, c'est de la sécurité sociale, et je suis tout à fait d'accord avec toi que ça ne devrait pas être dedans. Seulement, comme il y a eu beaucoup de réductions de cotisations sociales qui étaient données, il y a une partie maintenant du financement de la sécurité sociale qui est apportée par les impôts, par la TVA. Et c'est là où on a un souci, c'est que comme ça, du coup, on a réussi à imposer la globalisation de ça dedans. Voilà. Merci Marc.